Ça fonctionne. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance publique. Dans un premier temps, on a une séance publique, ensuite on va passer en séance philo de la Commission d'aménagement du territoire. On est le 26 juin, 8h30, exceptionnellement au QG, d'où l'environnement un peu différent de l'habitude. Donc, on va commencer la séance avec notre adoption de notre ordre du jour. Vous avez vu qu'on a un ordre du jour quand même assez chargé, d'où notre début à 8h30 ce matin. Est-ce que ça vous convient pour l'ordre du jour? Oui. Et évidemment, je n'ai pas fait le tour de présentation, mais je présente les membres de la commission. J'ai Mme Danielle Berthold, qui est la vice-présidente, Mme Joëlle Belle-Rose, Mme Fernande Dalouse et Mme Lefebvre, qui est à distance, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Nous avons aussi des élus en ligne. Là, je vois Mme Robichaud. Je sais que d'autres élus vont se joindre en cours de route. On a M. Claude Charon qui est avec nous ici aussi dans la salle. On a aussi au niveau des équipes plusieurs personnes. Mme Véronique Anger, directrice générale adjointe, qui chapeaute entre autres le SDSD, le SDST et le SPGT. Merci. M. Jean-François Morissette, qui est directeur du SDST. Ensuite, on a des personnes qui vont présenter. Quand vous présenterez les dossiers, je vous demanderai de vous présenter au début, comme ça on évite de faire la grande trop longue tournée, mais je présente aussi Julie, que j'ai un grand joie, merci, qui va faire le secrétariat pour notre rencontre. Donc, pour l'ordre du jour, ça allait, tout le monde a acquiescé. Au niveau des procès-verbaux, quand c'est des procès-verbaux de huis clos, par exemple, on va attendre à la séance de parfait. Donc, ça va nous amener directement à notre premier point ce matin, qui est la demande de modification au règlement numéro 1000 adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Sherbrooke. La modification de l'affectation du territoire rural forestière sur le chemin de la liberté. C'est un dossier, parce que vous vous souvenez, pour les gens qui nous écouteraient, que la Commission de l'aménagement du territoire a tous les dossiers de modification au schéma d'aménagement. C'est un dossier qu'on avait déjà vu en orientation, qui maintenant a été travaillé par les équipes et nous revient avec une proposition de recommandation. Alors, c'est Mme, j'imagine, Mme Côté, avec Mme Cagnéré, qui vont présenter. M'assister précieusement dans ce dossier. Parfait. La parole est faite. Donc, comme Mme Laroche le disait, donc c'est pour la modification de l'affectation du territoire rural forestière sur le chemin de le chemin de la liberté. Je mets les deux de façon récurrente. Sur notre journaliste. Ah ouais. Peut-être qu'il va falloir présenter là pour monsieur. Je vais dire au nom de ton ordinateur. Désolée pour les gens, ça ne sera pas bien long. Est-ce que tu as accepté? Elle continue ce caractère en bas de notre contrat conseillère. Ah, mais c'est dans le contrat de vice-présidence, là. Ah, c'est ça, ok. Puis, tu peux te rapprocher aussi si tu veux. T'es loin, ça va pas grand-chose. Donc, c'est OK, là, c'est parce que j'ai comme deux écrans, mais mon ordinateur, puis ça, c'est deux écrans. OK. On peut mettre le même, si on va dans la configuration, on peut mettre les deux écrans qui est la même chose. Désolée pour la petite internet. À ce temps-là, je vais parler très je sais que vous êtes les deux seuls que je vais vous présenter. Donc, c'est Mme Stéphanie Côté qui va vous présenter le tout, qui est nouvellement chef de division patrimoine. Réglementation. Donc, planification, réglementation, patrimoine. C'est planification, c'est ça.
Et Mme Simone Camieri, agente professionnelle en aménagement. en aménagement, qui, entre autres, c'est beaucoup les dossiers au niveau de la zone agricole, dans les spécialistes qu'on ne peut pas d'avoir. Ouais. Ah. Donc, on va faire un petit mise en contexte, un peu sur la rencontre précédente, puis la recommandation qu'on vous propose dans ce dossier. Il faut te parler quand même assez fort avec les bouts, là. Pas que vous autres, vous êtes proche de là. Le projet, c'est de permettre l'implantation de l'usage C1213, service de construction de bâtiments entrepreneurs général ou spécialisés, à l'intérieur d'un bâtiment existant qui est situé dans la zone RUF 1664, le long du chemin de la Liberté. La problématique, c'est que l'usage ne fait pas partie des fonctions qui sont autorisées présentement dans une affectation de type rural forestière. Donc, c'est nécessaire de modifier le schéma d'aménagement et de développer. Le terrain en question, c'est où on voit le point rouge ici. Donc, on est vraiment dans la zone rurale forestière, là, la zone qui est plus rosée. Puis la zone rurale, c'est la zone beige. Là. On va simplifier les couleurs un peu. Donc, c'est vraiment cette zone-là qui nous intéresse aujourd'hui. Bon. C'est drôle. Moi, je ne vois plus la présentation, mais je fais ça, ça marche-tu? J'ai plus de contrôle. Puis, Oui, on allait jusqu'à des choses bizarres qui se passent. Moi, on m'a forcé à rentrer dans Nous, on la voit. Mais Vous là, la voyez. mais c'est ça qui est bizarre. Mais là, Moi, je ne vois plus rien sur mon écran, fait que je ne peux pas toucher à la présentation. À moins qu'elle c'est immunisé, peut-être. c'est peut-être juste. Bon. Présentement, dans cette zone-là, on a la propriété visée qui est la propriété numéro 1. On a le terrain numéro 2 où il y a déjà une construction, mais qui est vacant, en fait, le bâtiment. On a aussi le terrain numéro 3 où on a l'usage existant de C1213, service de construction de bâtiments entrepreneurs général ou spécialisé, qui est aussi un usage qui est considéré en droit acquis, là, qui était là avant l'entrée en vigueur du 1200. Puis on a aussi l'usage C1215 sur le terrain numéro 4, entreprise d'excavation et de démolition, qui est aussi en droit acquis. Il faut noter aussi que les 4 bâtiments étaient construits avant l'entrée en vigueur du règlement 1200. On voit ici les terrains visés là, à partir de l'autoroute 10. Dans l'ancien règlement de Saint-Élie-d'Offord, c'était une zone commerciale où on retrouve les bâtiments qui nous intéressent. Puis, en 2014, avec l'entrée en vigueur du nouveau schéma d'aménagement, on a eu une fonction rurale forestière au niveau des affectations. On voit ici la zone commerciale en question, là, qui était quand même assez grande à l'époque et qui a été transformée, dans le fond, en zone rurale forestière et rurale par la suite. Donc, dans la rencontre précédente, il y avait un scénario qui avait été présenté en orientation de changer l'affectation du territoire de manière à permettre l'usage. Puis, l'orientation était favorable là, de faire la modification en question. Il y avait quand même des questions qui avaient été soulevées là, à ce moment-là. Par exemple, la conformité aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Ce qu'on dit, c'est qu'à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, la MRC doit limiter à des situations d'exception l'implantation d'usages urbains, commerciaux et industriels, par exemple des terres aérées. Puis j'ai aussi parce que vous l'avez pas mentionné, mais puis c'était bien écrit dans la diapo, on avait bien nommé que oui, on était favorable, mais de manière très stricte. Oui. On voulait mais c'était bien écrit dans la diapositive, mais effectivement. Que ça ne soit pas étendu, en fait, par exemple, à la zone commerciale qui était là avant à Saint-Denis. C'est vraiment, ça va être c'est ce qu'on va vous proposer d'ailleurs, quelque chose d'assez limité là,
aux 4 terrains, en fait, qui sont déjà construits. Bon, là, il y avait les orientations, les OGAT, en fait. Puis, ça a été regardé aussi. Il y a 3 scénarios qui avaient été soumis pour discussion préliminaire, dont d'agrandir l'affectation rurale à même une partie de l'affectation rurale forestière, qui est vraiment le scénario à privilégier. Puis là, si je m'en vais ici, en fait, c'est de vraiment venir rattacher les terrains visés à l'affectation rurale qui est juste adjacente de l'autre côté de l'autoroute. Ça va permettre en fait de venir autoriser l'usage qu'on souhaite autoriser dans le C12 c'est pour ça que oui, effectivement, ça répond à votre préoccupation là, que ce soit circonscrit, parce qu'on parle vraiment juste des terrains visés, plus il y a un terrain qui est vacant. Mais les terrains non construits, les petits lots. On a éliminé quand même les lots qui sont plus au nord, ont été enlevés en fait de la proposition pour faire une zone tampon aussi par rapport aux propriétés résidentielles qui sont juste adjacentes. Puis les terrains au sud, effectivement, qui sont non construits aussi éliminés. C'est sûr que le terrain vacant au centre, on ne pouvait pas vraiment le retirer de la zone. On a eu aussi un avis du service du développement économique qui sont favorables à une diversification des usages autorisés dans le secteur visé. Il y a une raréfaction des terrains disponibles aussi au niveau industriel. Il y a eu aussi une recherche pour un autre site qui s'est avérée infructueuse. Puis, eux aussi favorisent l'occupation de bâtiments existants, évidemment, sinon vont probablement devenir vacants, mais on peut les réutiliser. Puis aussi, dans la politique de développement industriel et technologique, ils visent beaucoup sur la densification et la revitalisation pour le développement industriel. C'est sûr que si on peut réutiliser des bâtiments qui sont déjà existants, ça entre dans la politique. Pour ce qui est de la protection des milieux naturels d'intérêt identifiés au RCI, effectivement, il y a des milieux boisés d'intérêt et des milieux humides d'intérêt dans le secteur. Il y a des nouvelles dispositions qui ont été identifiées au RCI qui visent les milieux naturels d'intérêt, qui sont connus, donc de classe A et B. Donc, il y a certaines dispositions qui vont pouvoir s'appliquer pour ces terrains-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas nécessairement, mais il va y avoir vraiment une protection quand même qui va être mise sur les milieux naturels, puis pour les milieux humides. Puis pour ce qui est des milieux boisés, en fait, c'est que, étant donné que ce pas des superficies qui sont supérieures à 10 000 m², c'est pas considéré comme des projets majeurs de déboisement. Fait qu'il y a des possibilités de déboisement quand même pour des agrandissements qui arrivent. Fait il y a des possibilités quand même de réutiliser le terrain, mais c'est pas, ça ne vient pas empêcher, dans le fond, l'usage qu'on veut utiliser sur le territoire. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de modifier le plan 3, les affectations du territoire, afin d'agrandir l'affectation rurale à même une partie de l'affectation rurale forestière en intégrant les lots qu'on a identifiés, je les nommerai pas. Donc, ça donnerait ce résultat-là après modification, vraiment juste une petite enclave qu'on voulait mettre en zone rurale afin d'autoriser l'usage de ces résidents. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura sûrement une réaction de Mme Lepage, mais je suis contente aussi. Je trouve que c'est une bonne idée de garder une zone tampon aussi, étant donné qu'on utilise quand même certains usages, je trouve que la proposition est vraiment respecte bien le fait de circonscrire, puis le fait de faire aussi une barrière entre le résidentiel et l'industriel. Est-ce que vous vouliez prendre Oui, il y a des questions, je n'aime pas. C'est possible de lever les mains sur l'écran. Oui, je suis tout à fait écrit. Non, moi, je suis bien contente parce que ça fait quand même 2 ans que je travaille sur ce truc-là pour justement rétablir une situation qui est devenue aberrante un peu en 2014. Et je ne sais pas, ça aurait pu être extrait déjà à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi ça avait été fait comme ça, mais bref, là, on rectifie ça. Donc, je trouve ça parfait. Puis, c'est pour rassurer le monde, c'est pour avoir parlé avec les propriétaires et tout ça, ils n'ont pas de
de projets, tu sais, de développement par en arrière, là où il y a les milieux plus sensibles. Mais par contre, il y a les deux terrains au milieu, là, que il y en a un, il aimerait ça pouvoir faire un peu de stockage, donc ça va permettre justement d'éviter d'aller en arrière. Donc, c'est vraiment une belle solution, là. Donc, voilà, je suis bien contente qu'on en arrive là. Une petite question, parce que justement, on parlait, une de nos grosses interrogations, c'est si le ministère allait être d'accord, étant donné que les orientations gouvernementales, mais vous avez eu des discussions un peu avec la maman, je peux voir Oui, parce qu'il y a eu 23 scénarios qui leur ont été présentés. Finalement, c'est celui-là qui était. OK. Mais donc, la classification qui est maintenant va permettre l'usage demandé, est-ce que c'est assez large pour faire évoluer ces bâtiments-là éventuellement? Donc, c'est que dans l'affectation rurale, il y a plus de possibilités de fonctions qui sont autorisées. Donc, ça va être via le règlement de zonage qu'il va y avoir des demandes d'intégration de nouveaux usages. OK, donc ça va être possible. Puis on comprend bien que justement, avec la CI, il y a quand même avoir des contraintes de toute façon. Oui, en arrière aussi, parce que- oui, ça c'est bien correct, là. Oui, oui. OK. Tu sais, au moins, ce bâtiment-là, c'est pas la plus bien. Ouais, Non, clairement. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? On va à l'aise avec la recommandation? Oui. Au cheminots, en fait. Ah, j'avais dit, c'est-tu un de ceux qu'il faut cheminer? J'avais pas de note. Oui, quelque chose d'en Ouais, ça. Ah, on a des dates différentes, là, mais celui-là, je pense que c'est le juillet. Ah oui, il est déjà inscrit. OK, j'avais pas la chance. OK, donc ça me convient de le faire cheminer sans attendre l'approbation du poste de Oui. Est-ce qu'il faut avoir un courriel? Non, juste quand on fait ici. Juste que tout le monde l'ait entendu. Parfait. Donc, on irait au deuxième dossier. Ça, c'est un dossier dont on n'a jamais parlé. Mais c'est le 5.1.2, adoption du règlement 1305 sur les restrictions à la délivrance de permis ou de certificats en raison de certaines contraintes. On a d'ailleurs fait ce dossier-là, vous voyez M. Daniel Blouin, qui s'est joint à nous, du Bureau de l'environnement. Donc, c'est en lien avec notre nouvelle réglementation qu'on va mettre en place qui va faire lever le règlement de contrôle intérimaire. Mais je vais laisser. Est-ce que c'est M. Blouin qui présente ou c'est de votre côté? Puis ensuite, C'est ça, c'est de leur côté. OK, parfait. Donc, quand vous êtes prêts, on va prendre un petit avis. Je l'ai pas mis en mode partage. Je vais voir quelle question. Il y a le poisson. La technologie est très, très lente ce matin. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose dans cette phase ce matin. C'est la dernière commission de l'aménagement du territoire avant l'été, pour moi. Donc, je vais présenter l'adoption du règlement numéro 1305 sur les restrictions à la délivrance de permis ou de certificats en raison de certaines contraintes pour la ville de Sherbrooke. Comme prise en contexte, on va présenter le projet de règlement chapitre par chapitre, mais ça ne sera pas, je me dis, là, on ne va pas vous endormir. Non, mais vous avez ramené quand même, il faut essayer.
Avantages et inconvénients aussi du règlement, puis on va faire la recommandation. Donc, il y a eu l'adoption du plan nature qui s'est fait le 6 juin 2023, qui est approuvé par le ministère de l'Environnement le 15 mai 2024. Ensuite, on a fait un règlement de contrôle vétérinaire pour viser la conservation des milieux naturels d'intérêt sélectionnés, qui est rentré en vigueur. Ensuite, on a fait une première modification du schéma d'aménagement afin d'harmoniser évidemment le contenu du plan nature avec celui du schéma. On a aussi eu d'autres étapes préalables au projet de règlement qui ont été nécessaires, donc certaines études sur les composants d'intérêt de valeur écologique, des consultations aussi avec les parties prenantes. Puis ensuite, on a eu, en fait, quand les projets de règlement ont été présentés et qui vont entrer en vigueur, le RCI va cesser de s'appliquer, sauf pour la partie boisée Ascot Linux. Bon. Ça, vous savez pourquoi, en fait, on ne mettra pas le boisé à ce fait. Donc, il y a eu le plan nature, le règlement 1000-22-1 pour le schéma d'aménagement, puis ensuite, on a eu les projets de règlement 1200-248 pour le zonage, 1205-21 pour les PIA, puis 1202-9 pour les permis et certificats. Il y avait une mécanique qui n'avait pas été mise en place. En fait, c'est pour la modification des plans qui sont intégrés au règlement de zonage pour faire la modification de ces plans-là. En fait, s'il y a des nouvelles études qui sont faites par des professionnels dans le domaine. Donc, c'est ce qu'on vient régler, en fait, avec le nouveau règlement qu'on met en place. Donc, je vous l'ai dit d'avance, mais c'est ça. Le scoop est En fait, c'est un article de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'article 145.42, qui nous permet d'encadrer la levée des restrictions à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes. Au départ, ça a été mis en 2009, là, à peu près, là, dans la loi. C'était vraiment plus pour les zones de glissement de terrain et les zones inondables. Mais ça a évolué avec le temps parce que là, maintenant, on a beaucoup plus de préoccupations par rapport aux milieux humides, aux milieux naturels, aux milieux boisés. Donc, maintenant, on peut l'appliquer aussi à ces contraintes. Je parle de contraintes, mais ça peut être plus que des contraintes, là, mais en tout cas, c'est un terme qu'on pourra revoir. Donc, c'est pour ça qu'on vient mettre en place le nouveau règlement. C'est quelque chose de nouveau complètement à la ville, puis on est dans les premiers là, à faire ça. Là, on est assez pionniers dans le domaine. Donc, la levée des restrictions visant certaines contraintes, donc toute demande de permis pour des travaux qui ne sont pas autorisés par le règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement dans une des contraintes cartographiées, on va les revoir les plans plus loin, là, est assujetti à la production d'une expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujetti cette délivrance compte tenu de ces contraintes. Ça a l'air bien compliqué comme ça, mais en fait, l'idée, c'est qu'on puisse venir modifier les plans quand on a une étude qui est valable, puis puis là, Daniel pourra nous expliquer comment là, le bureau de l'environnement va vraiment s'assurer qu'il y a des bonnes études, en fait, qu'on peut se justifier. Donc, pour faire modifier les plans. Donc, par exemple, on a l'exemple ici, un terrain qui veut se construire, ça nécessite certaines coupes d'arbres, peut-être des empiètements dans l'aire d'influence. On peut faire une étude par un professionnel. On se rend compte, finalement, que la partie en jaune ne devrait pas être dans soumise au plan nature, en fait. devrait être petit. Devrait être petit. Oui, exactement. C'est là qu'on aurait une zone où on aurait la levée des restrictions qui serait identifiée, dans le fond, par un amendement au plan. Et nous, on va avoir une mécanique aussi à l'interne pour venir identifier pour que les inspecteurs soient au fait qu'il y a certaines zones qui ont été levées des restrictions. C'est ça. Hein? Non, mais ça serait juste la partie en jaune, là, dans ce cas-là, qui serait enlevée. C'est la partie jaune.
Puis aussi, c'est que les études terrain sont souvent plus précises que les études qui ont été faites par le Canard Unity, plus par de la photo-interprétation. Donc, Ça répond à ce qu'on a souvent nommé, là, c'est que nous, notre cartographie est faite à haut niveau quand même, avec des données assez fiables, là, avec la réalité, mais c'est toujours en mouvance, puis il peut y avoir des différences sur le terrain, mais ça va s'appliquer aussi dans les deux sens. ben oui, c'est ça, c'est qu'eux peuvent nous fournir des données. Puis, On se rend compte qu'il y a un milieu humide comme un cartographie. Donc, fait que dans le fond, les études terrain qui ont été réalisées vont avoir préséance sur les limites identifiées sur les cartes que nous, on a présentement. L'aire d'influence de 15 mètres va continuer de s'appliquer aux limites qui sont modifiées. Puis la levée des restrictions ne sera pas limitée dans le temps parce qu'une fois que le milieu humide, en fait, a été modifié, bien, il y a peu de chances que ça arrive. À moins qu'il y ait une autre étude qui nous prouve le contraire, mais il n'y aura pas de limite dans le temps de la levée des restrictions. Les contraintes qu'on vise au plan, c'est les milieux humides classés ou d'une aire d'influence, les lieux peuplements et d'un type écologique rare et l'habitat potentiel de la salamandre de ruisseau. Ça répond dans le fond à ces deux plans-là. C'est les plans que vous aviez déjà vus pour le règlement 1200-248. Les expertises, bon, ça devrait être réalisé évidemment par un professionnel qui est capable de délimiter avec exactitude les limites physiques de la contrainte au milieu naturel. Puis, le règlement identifie les contraintes et détermine, évidemment, en fonction notamment de ces dernières et des différents types de permis et de certificats, les types d'expertise requis et leur contenu minimal. Bon, les expertises, bon, ça va spécifier les études spécifiques au type de milieu visé, quel professionnel peut réaliser quelle étude, le contenu minimal des études, le délai de validité des études, le cas échéant. Puis, on ne demanderait pas de frais, en fait, pour déposer une demande. Premièrement, parce qu'il y a déjà des frais pour les permis. Et deuxièmement, c'est que l'étude coûte a un coût aussi. Puis, ça permet de raffiner nos données, nous, à la ville. C'est donnant-donnant, finalement. C'est bon pour nous. Puis, c'est pour ça qu'on ne demanderait pas, dans le fond, de frais supplémentaires pour déposer des études. Est-ce qu'à ce moment-là, si il y a une collaboration donnant-donnant, ce que le promoteur déposera comme carte, est-ce qu'il y aura une entente avec la ville? Est-ce que ça devient une possession de la ville automatiquement? L'étude en tant que telle? Oui. Parce qu'il y a des droits d'auteur là-dessus? Oui, on avait quand même exploré là, avec ça, les affaires juridiques, la possibilité que ça devienne propriétaire de la donnée. Là, puis ça semblait assez complexe. Là. Je ne sais pas c'était quoi, je me souviens, c'était pas la conclusion. Là, on peut avoir la donnée à l'interne, mais on ne peut pas la publier. Vous pouvez travailler avec, mais vous ne pourrez pas la juxtaposer à vos cartes déjà existantes. Ah, ben, on peut le faire, oui. Dans nos outils internes, c'est sûr qu'on va garder l'information, puis on va garder l'information la plus à jour. On ne peut pas la rendre publique, finalement, cette information. Fait qu'une carte interactive ne peut pas être ajustée en fonction des données. Moi, c'est ce que je comprends de ce que vous venez de dire. Oui, faudrait que. Je ne suis pas exactement sûr si on a le droit de faire ça. Il faudrait peut-être quelque chose là, comme quoi il nous cède les droits sur la donnée, là, mais ça. Ouais, on n'avait pas. Je peux dire que vous avez oui, c'est ça, je pense cet que... angle-là. L'important, c'est de la vérifier puis de voir comment on peut non pas se sécuriser en tant que ville, mais comment on peut se protéger justement. Oui, on s'enrichit des données aussi. Donc, je pense que c'est un point important à vérifier avec le juridique. Ben, c'est sûr que les données, on les garde à travers le temps. C'est juste après, ces données-là, de les rendre publiques. S'il y a un intérêt, de toute façon, ça va être sur le terrain du propriétaire qui va avoir une modification. Mais en fait, non, je dis ça, mais vu que les limites vont échanger les zonages sur les publics, oui, c'est ça. À travers ce mécanisme-là, ça devient public. Il y a des droits ou acheter vos droits, je ne sais pas comment ça va marcher. En fait, c'est que, compte tenu des dispositions réglementaires, quand le plan va être modifié officiellement par le Conseil, ça va devenir sur les nouvelles limites. Ils vont être basés sur cette étude. Donc, normalement, ça va faire partie des... Oui, mais comme le promoteur paye, ça lui appartient. L'étude va lui appartenir, mais dans le fond, c'est à son avantage de nous fournir une conclusion des S'il veut se délivrer, oui, ça c'est sûr. Mais un peu comme n'importe quel autre document qui sont soumis dans le cadre d'un projet. Des plans. C'est eux qui payent, mais ils font tout.
Oui, mais on ne peut pas les avoir. Donc, ça, c'est sûr. Ça, c'est le statut de. Ben, il faut censé prévoir un mécanisme. Ouais. En tout cas, moi, je lève le Que la personne dépose et qu'on puisse utiliser les données. Oui, puis on l'avait discuté quand on a discuté de la réglementation du plan nature, la réglementation finale. C'est quelque chose qui est beaucoup souvent dit. Tout l'aspect de données là, je comprends que c'est le promoteur qui fait l'étude, mais ça serait intéressant de continuer à creuser ça, de trouver le moyen qu'il y ait une entente quand les études sont déposées pour que les données nous puissent vraiment quelque part revenir à la vie, parce que ça réglerait beaucoup de cas où les gens ont l'impression qu'il y a telle chose dans un boisé, on n'est pas capable d'avoir les études. Fait que tout le monde a l'impression qu'il y a une méfiance vis-à-vis des études. Tout le monde dit, ben, est-ce qu'ils sont vraiment bien faits? Alors que si on avait la possibilité de rendre ça plus public, je pense que ça servirait aussi toute l'acceptabilité autour des projets, et de vraiment comprendre et connaître notre histoire. Mais je ne sais pas si ça se peut, c'est hors sujet aujourd'hui, mais je le nomme quand même parce que ça fait plusieurs fois que ça revient, puis ça semble difficile au niveau juridique, mais il y a peut-être des voies, je ne sais pas s'il y a des municipalités qui ont réussi à trouver des voies de passage. Ça serait intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou interventions sur la proposition de... Je vais juste terminer. Ah oui, désolée, j'avais l'impression de Puis pour le processus décisionnel, en fait, c'est que lorsqu'un règlement est en vigueur, le conseil prend sa décision après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme. On vous conseille d'aller vers le CCU central, en fait, pour que l'expertise puisse se développer au sein des membres. Parce que sinon, il va falloir développer l'expertise pour ce type d'études-là à chacun des arrondissements qui va peut-être arriver moins souvent, va être moins récurrent, en fait, là, au niveau des arrondissements que du CCU central. Puis, c'est ça, ils vont prendre la décision aussi avec l'avis et l'étude en question pour décider d'autoriser ou non la délivrance du permis ou du certificat. Puis peut-être, Daniel, tu peux peut-être rajouter comment le bureau d'environnement va évaluer l'étude en question là, pour nous aider, aider CCU et le conseil municipal à prendre sa décision. Oui. Tu sais, tout ça, c'est complémentaire à ce qui était prévu là, dans le projet de règlement 1202 de 59. Là. Ça fait que c'est vraiment dans les permis certificats qu'on définit tous les critères avec lesquels les analyses vont être évaluées. Puis aussi, on a des outils internes. Fait que, tu sais, qu'on va aller valider ces limites-là pour savoir si elles sont bonnes. Ben là, on va regarder est-ce que ça respecte l'ensemble des méthodologies qui sont recommandées. Fait qu'au niveau des milieux humides et hydriques, on regarde toutes les méthodologies qui existent déjà au niveau du ministère. Donc, il y a un guide qui a été publié là, sur la délimitation des milieux humides. Fait qu'on réutilise exactement les mêmes critères. Puis après ça, au niveau de l'étude de la salamandre de ruisseau, ben là, on ne regarde pas juste au niveau là, des occurrences, donc des observations d'espèces dans les cours d'eau, mais on en regarde aussi au niveau de l'habitat potentiel. Donc, le consultant, il doit. C'est ça, on ne peut pas confirmer l'absence d'une espèce. On peut confirmer l'absence d'observation, mais s'il y a un habitat potentiel, il pourra avoir des observations dans le futur. C'est pour ça que c'est important d'aller protéger l'habitat potentiel. Fait que là, le consultant, il ne va pas juste regarder si des occurrences, mais il va regarder aussi si le cours d'eau a des caractéristiques qui sont propices à la présence de salamandres de ruisseau. Donc ça va être évalué. Puis il y a un guide là, qui existe là, pour les inventaires là, de salamandres de ruisseau là, du ministère. On va se baser là-dessus pour aller évaluer la validité des études. Sinon, au niveau des types écologiques rares, il y a aussi un guide qui existe là, pour la reconnaissance des types écologiques rares dans le coteau de l'Estrie. C'est vraiment des méthodes d'évaluation forestière, puis c'est très codifié là, finalement. Là. Nous, on va regarder que cette méthodologie-là a été respectée. Puis pour les vieux peuplements, ben là, il y a plusieurs méthodes pour aller évaluer comment c'est l'âge d'un peuplement. On peut regarder avec des photos la photo d'interprétation, on peut regarder avec du carottage, c'est sûr que c'est un niveau plus avancé, on peut regarder si des débris morts, etc. On va laisser au consultant évaluer l'âge du peuplement, puis si on a les informations suffisantes, on va pouvoir déterminer que l'information est valable. Là. Mais c'est vrai que c'est pas mal ça. Puis nous aussi, on a un mécanisme dans lequel on va aller valider les informations sur la délimitation des milieux humides lorsqu'elle est vraiment différente que la délimitation des milieux humides potentiels. Fait que là, ça va être
à l'étape là où l'étude est déposée, que bon, si on voit une grosse différence, on va aller faire notre validation sur le terrain puis le confirmer pour qu'on puisse proposer la modification des limites. Aussi, on ne l'a pas mentionné, mais il y a des, même s'il n'y a pas de délai, mettons, au niveau de la validité de la résolution, parce que les informations qu'ils fournissent, c'est les informations les plus à jour, fait qu'on veut que ces informations-là remplacent, mettons, la délimitation d'un milieu humide potentiel, mais il y a des limites de temps au niveau de la validité des études. Donc, une étude doit être déposée, une étude qui est déposée doit avoir moins de 2 ans. Donc là, on s'assure d'analyser les projets avec les données les plus à jour. Puis après, on s'assure aussi qu'une fois qu'il y a un permis qui est délivré, c'est dans moins de 5 ans avant la délimitation, mettons, des milieux humides et de l'habitat de la salamandre. On sait, là, les milieux humides puis la salamandre, c'est comme les 2 composantes qui sont les plus dynamiques dans le temps. Fait qu'on veut s'assurer qu'il y a un cycle de 5 ans où, bon, si on n'a pas l'information qui date de 5 ans, ben, on ne pourrait pas délivrer le permis, il faudrait remettre l'information à jour. Fait qu'on s'est assuré, là, pour définir ce délai-là, de se caler au processus d'analyse du ministère, là, qui est aussi c'est les mêmes délais que nous. C'est des études de moins de 2 ans, puis il s'assure qu'il y a une période de 5 ans. Fait qu'on s'est aligné là-dessus, puis ça permet d'avoir un temps d'analyse qui est suffisant, là, mettons, pour les plans de projet de lotissement, que ça peut être long là, avant d'avoir un projet qui est approuvé. Là. Donc, on veut quand même avoir une certaine marge de manœuvre pour l'analyser. Fait que 5 ans, c'est la date idéale pour ça. Merci, Henri. Il n'y a pas de vide de temps en règlement. En fait, ça, c'est plus au niveau du plan. Là. Une fois qu'on a accepté là, de faire la modification au plan, là, au départ, on se disait peut-être que la levée des restrictions va être limitée dans le temps, mais une fois que les travaux sont faits, le milieu a été défait aussi. Puis, il n'y a pas de raison que le milieu humide reprenne sa place. En fait, une fois que le plan est modifié, on va le garder tel quel. Il n'y aura pas de limite de revenir à la situation précédente. Est-ce qu'il y a 5 ans? Les 5 ans, il s'applique. Oui, c'est ça. Pour le fois que tu as produit l'étude, puis qu'il y a vraiment ça a été remodifié les limites. Là, tu as 5 ans pour faire ton projet. Si 5 ans, tu ne l'as pas fait pour avoir ton permis, sinon, il va falloir que tu reproduises. Là, s'il y a des rechangements, on va rechanger la carte. C'est juste qu'une fois qu'on change la carte, tant qu'il n'y a pas de nouvelles demandes, qu'il n'y a pas rien, on va la laisser telle qu'elle. Mais s'il y a un projet qui se dépose 5 ans plus tard, il va falloir que tu fasses des projets qui ont été réalisés, c'est ça. Là, on souhaite que les limites vont rester comme ça. Je comprends que ce soit, il y a des délais de construction. Oui, c'est ça. Ben là, dans ces cas-là, s'il y a rien qui s'est passé dans les 5 ans, et que là, la demande de permis est faite après, l'étude aura comité. Parce qu'effectivement, 5 ans, à un moment donné, il y a peut-être une notification au niveau c'est ça qui se passe aussi au niveau du ministère. Là, ça arrive que les projets sont trop longs, puis l'analyse est terminée, mais il faut qu'ils passent à l'étape de construction, puis il faut qu'ils refassent les études. Puis aussi, on a spécifié que 50 tout autre délai, selon les déterminés, là, selon l'autorité compétente en fonction des modifications là, dans le secteur, parce qu'on sait que, par exemple, dans des secteurs qui ont été très artificialisés, il peut y avoir plus de dynamisme là, au niveau des milieux humides, puis qu'il y a plus d'eau de ruissellement, finalement, il peut y avoir de l'agrandissement des milieux humides. Fait qu'on va se permettre là, de pouvoir fixer des délais qui sont différents en fonction des conditions. Ça nous est arrivé d'ailleurs dans le dossier, mettons, du petit quartier. Tu aimerais avoir des études, faire redemander, puis c'est dépassé le 5 ans. Ils ont dû ajuster même ça pour leur planation. Dans le chapitre, je comprends que c'est pas, on ne va pas valider quelle entreprise peut faire les études, mais on va valider la méthodologie utilisée par les professionnels. Oui, c'est ça. Ben, vu qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de compétences protégées pour faire des milieux humides, on ne peut pas dire que ça va être un biologiste. Là, fait que c'est un professionnel de l'environnement. Ben, c'est ça. Après, on peut évaluer les critères et s'assurer. Dans notre grille, par exemple, on a l'effort d'échantillonnage qui a été réalisé. Il faut s'assurer que c'est un diagnostic qui est basé sur la végétation, le type de sol, puis les indicateurs hydrologiques. Donc, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, là, mais il y a vraiment une série de critères qui ne sont pas nécessairement détaillés dans le règlement parce que vu qu'on fait mention
dans le 1202, du guide de délimitation des milieux humides là, du ministère. On n'a pas à nommer l'ensemble des critères, mais ce guide-là est très précis. Puis, de toute façon, il faut qu'ils se conforment s'ils veulent avoir un certificat d'autorisation. Donc, ouais. Je comprenais aussi que si vous recevez l'étude, vous voyez qu'il y a des manques peut-être au niveau de la précision, vous doutez de certaines choses, il y a aussi un mécanisme où vous pouvez aller sur le terrain pour valider certaines informations. Oui, c'est ça. On s'est dit ça va être lorsqu'il va y avoir une différence quand même marquante là, entre. Ouais, c'est ça. Là, on irait valider, puis on l'indiquerait. OK, on a validé, puis on marquerait la date, etc. Là, fait bon, ça. C'est une dernière question. C'est des données qui s'ajoutent dans l'analyse du projet. Mais après ça, on va quand même remplir une grille environnementale. Oui, c'est ça. Oui, il va y avoir ben là, c'est vraiment des contraintes qui sont au zonage. Fait que là, la grille, c'est plus la portion discrétionnaire. Fait que c'est ça. Ben, il va y avoir. Ouais, ça, la grille, est adoptée par le conseil. Là. Fait que c'est les projets majeurs de déboisement qui sont dans le PIA. Puis pour les PPL, c'est la grille adoptée par le conseil éventuellement. Là, la grille qui est en version de travail actuellement. Fait que c'est ouais. Et dans le travail, mais on l'a déjà inclus dans ce qu'on a vu comme règlement PIA, tout ça, on a déjà parlé des différents la grille finale va être officielle. Donc, questions sur la donnée, questions, commentaires. Juste pour terminer, la première étape, ça va être l'analyse de l'étude par les services. Vérifier la conformité des exigences du règlement 305. Ensuite, examiner les recommandations par le CCU sur la base des avis en fait des services. Approbation par le conseil municipal avec une résolution publique avec une nouvelle limite. Puis après ça, on lève les restrictions et on modifie effectivement les plans. Les avantages du règlement en tant que tel, c'est qu'on a un processus qui est vraiment conforme à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On améliore le suivi des demandes et la pérennité de la cartographie. On permet aussi d'améliorer la précision de nos données parce que c'est les études de terrain. Les inconvénients, bien évidemment, ça donne un petit peu des délais supplémentaires parce qu'on va passer par le CCU et par le CM. Et peut-être un délai de traitement aussi pour le demandeur, mais souvent, ça va se faire un peu en parallèle des autres démarches. Donc, Décider une modification de ce type-là, c'est quoi le processus du conseil? C'est-à-dire, est-ce que c'est susceptible d'approbation? Ben là, ça va être vraiment, c'est par une recommandation du CCU au conseil municipal qui, lui, va adopter, dans le fond, par résolution, la modification du plan. Fait que nous, on adopte le règlement. Mais après ça, c'est vraiment juste une résolution, comme les usages qu'on connaît. Ça peut aller assez rapidement. Oui, c'est ça, exactement. Là, on passe pas devant la population après pour modifier les droits. Oui, vas-y. Ben, à la lumière de tout ça, on a eu beau apporter, on a beau apporter des modifications, lever certaines restrictions et tout ça, c'est encore le promoteur qui est à la remorque de nos services dans le sens de faire approuver ce qu'il demande, d'avoir les autorisations qu'il faut et qu'il faut qu'il débourse en plus pour une analyse sur son terrain, une étude qui soit faite. Donc, pendant 2 ans ou 3 ans, on l'a empêché de vendre son terrain parce qu'il était dans une zone restrictive. Là, on arrive, on dit, OK, ça se peut que peut-être que, mais on lui donne encore des... Est-ce que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on l'aide vraiment, outre le fait de lui donner peut-être l'autorisation de se construire ou de développer son terrain, est-ce qu'on lui facilite la vie? Ben, en fait, on change. Oui. Ben, ça va dépendre des situations, mais je pense qu'au final, on se permet d'avoir, comme conseil municipal, d'avoir la vision qui est basée sur ce qui est réellement sur le terrain, parce qu'au-delà d'une cartographie fixe dans le temps, ça ne se pourrait pas. On ne peut pas les lieux humides, entre autres. Fait que là, on se permet d'avoir ça. Ça donne une latitude parce que c'est une demande qui était faite par les promoteurs. Est-ce qu'on va pouvoir raffiner les études puis être sûr que les milieux qui sont interdits le sont vraiment? C'est sûr que ça peut aller dans les deux sens. Il pourrait trouver aussi dans l'étude que le milieu humide a grandi. Et là, ça fait partie aussi de la vérité. Oui, exact.
Ben, oui et non, parce que souvent, ils ont quand même une connaissance, sont capables d'aller sur le terrain, là, mais je pense que ça nous assure quand même, nous, qu'on ne protège pas inutilement certains milieux qui ne sont pas, qui sont plus dehors, mais qu'on s'assure aussi de protéger ceux qui faut qu'ils le soient, là, selon nos principes. Est-ce qu'on a fait du échanger avec les promoteurs sur cet alignement-là, sur cette façon peut-être de travailler, sur ce qu'on était en train de faire? Est-ce qu'ils ont été sensibilisés à ça fait-tu leur affaire ou pas? Sont-ils contents? Tu sais, on fait pas ça dans le sens que oui, il faut qu'ils soient contents qu'on va travailler pour qu'ils le voient. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à? Pour les avoir compris, certains mentionnaient que justement cet aspect-là, ça les dérangeait de ne pas pouvoir disons, contester les limites avec une étude plus précise sur le terrain. Donc, ça, c'est la logique pour eux. OK. Maintenant, pour répondre à votre autre question à propos du fait que c'est une étude supplémentaire à produire, dans le cas des milieux humides, c'est une étude qui doit produire de toute façon pour le ministère de l'Environnement ou c'est les espèces protégées. Ça, c'est le cas. Tu me corriges pas si j'ai. Oui, les salamandres, pas nécessairement, mais ça, c'est un ajout supplémentaire au niveau des salamandres. Mais c'est pas un effort. C'est l'échantillonnage qui est important. Là. On a réfléchi à s'assurer qu'on avait une qualité d'information intéressante sans demander des efforts qui seraient trop importants non plus, puis qui représentaient une charge. Là, fait que ça a été intégré dans la réflexion. Pour ce qui est de l'habitat de la salamandre puis les peuplements forestiers, ça, c'est exclusif à la ville de Sherbrooke. Ils n'avaient pas à produire ça pour d'autres organismes que la ville de Sherbrooke. Ça n'existe pas ailleurs au Québec. Ben, peut-être ailleurs au Québec, mais, Non, mais c'est pas le ministère. pas en termes de. Pas le ministère de l'Environnement. Ça n'aurait jamais été exigé dans le cadre de. Mais juste pour être certain, on les sait déjà dans notre règlement. Là, on vient juste dire que on peut modifier le plan selon les. Parce qu'on a déjà adopté, dans ce qu'on a adopté comme réglementation, ils doivent déjà faire cette étude-là. Là, on vient adopter le fait que nous, nos plans peuvent se modifier selon les résultats de l'étude. OK. Fait que ça fait du sens. En fait, si on n'avait pas ce morceau-là, c'est comme si on leur ferait faire une étude, puis après ça, On n'avait pas de moyen de modifier. C'est ça. Fait que ça, pour eux, là, à date, c'était un des écoutants. Ça vient. OK. Parfait. Madame Lefebvre. Oui, mais moi, j'avais. Non, j'ai juste une question. Non, ce ne sera pas long. Versus la recommandation du TCU central. Est-ce qu'il faudra toujours attendre le courrier d'un mois après? Qu'est-ce qu'on faudrait spécifier? Ben, là, je pense qu'on est dans on a toujours cette souplesse-là de dire qu'on adopte les choses, qu'on les fait cheminer sans attendre l'adoption du PV. Voilà, je pense qu'il y a des réflexions à avoir si on est capable d'en faire aussi un mécanisme je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais je pense que ça porte dans les questions parce que là, c'est sûr que plus ça va, plus il y en a. À un moment donné, il faudrait se vulgariser. Qu'est-ce qui fait que ça passe? Qu'est-ce qui fait que ça passe? OK, merci. Tout à fait. Oui, c'est un mot des dégâts. Oui. Qui n'existe pas Dans la loi. De la majorité. Bon, OK, donc il faut se pencher là-dessus. Oui, c'est déjà. Oui, bien, c'est pas un genre souvent. Oui, c'est. Oui, merci. Bon, c'est à moi. Oui. Ben, tu sais, oui, il y a les promoteurs, mais il y a aussi, tu sais, moi, j'ai un souci quand même particulier pour les particuliers. Qui ont, tu sais, pour eux, c'est des frais qui ne peuvent pas nécessairement absorber On parle juste de projet majeur. Est-ce qu'on. Ouais, c'est le même cheminement ou non? Ça va être le même cheminement que ce soit en privé ou en promoteur? Ben, c'est un petit peu ça ma question aussi. C'est ça, moi, je Madame Fix qui a acheté un lot sur la rue Longpré, qu'elle est pris dans le RCI, le ci, le ça depuis des années, puis là, finalement, elle veut vendre son lot. Mais si je ne m'abuse, là, puis là, vous me connaissez, mais le règlement qu'on a adopté, les études environnementales, c'est pour les projets majeurs de déboisement, donc c'est pas un particulier, mais c'est les projets majeurs de déboisement, c'est quand même une grosse superficie, ou les PPL. Les autres petits lots, quand on a adopté la réglementation, puis vous corrigez s'il y a quoi que ce soit, mais pour les lots individuels, les règles sont déjà établies que tu as le droit de détruire tant de pourcents du milieu humide. Tu n'as pas à passer par cette étude. Ils ne doivent pas faire l'étude. Ils doivent faire une étude de limitation des milieux humides. Limitation des milieux humides. Ouais. Mais pas brûler des bois. Non, c'est ça. C'est ça. C'est le strict minimum de toute façon. Ouais. Si
s'il y a un milieu humide, puis si le projet est dans un milieu humide potentiel, il faut qu'il demande Ouais. un certificat d'autorisation de toute façon. Donc, Ouais. c'est le mécanisme de Ça dépend. Ok, donc c'est quand même une exigence du ministère. Oui, oui, tous les milieux humides, même s'ils sont pas potentiels. Non, Ok. non, pas pour un particulier, non. Par contre, on lui offre la possibilité, s'il y a des contraintes sur son terrain, comme Ouais. un vieux peuplement ou la salamandre, ben là, lui aussi peut modifier ses limites selon le même mécanisme. Mais c'est sûr que là, c'est ça. Peut-être qu'il y a plus intérêt à faire le projet ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais parce que parfois, j'ai un cas là, où sur la carte, c'est lui qui a un milieu humide, puis quand tu vas sur le terrain, je cherche le milieu humide. Et donc parfois, je me dis, juste quand l'inspecteur viendrait, puis ça suffirait à le Ça constater. fait le ministère, ça fait Ah ouais. Mais Même si on constate qu'il n'y en a pas de milieu humide. C'est Ben, pas été rempli c'est par un un guide, en plus. Ben, il faut une étude qui valide que c'est pas un milieu Ah, on humide pourrait avec pas s'en sortir. avec un point de végétation, de sol, puis ouais. Ouais, Ok. parce que la ligne est très mince parfois entre un milieu humide puis c'est pas aussi simple que Ouais. c'est une expertise là, fait que ouais. Dans le cas d'un particulier, puis comme je vois, si ça, c'est pas une exigence du ministère de l'Environnement, c'est vraiment une exigence exclusive de la ville de Sherbrooke. Dans le cas d'un particulier ici, dès que ça tombe un projet commercial, incluant résidentiel qui va vendre des unités, là, ben, c'est sûr que ça va être exigible. Là, mais dans le cas de. Ah, pour un particulier, c'est pas exigé par le ministère. Par le C'est ministère. par la ville. C'est par la ville. Oui, ça va l'être par la ville. Ah, on s'en parlera de ce projet, c'est une situation particulière, mais ça a été remblayé par la ville. C'est qu'il y en a plus. on ne rentre pas dans les cas particuliers, mais oui, c'est ça, on s'en parlera, parce que c'est un peu ça. Donc, on vous recommande quand même l'adoption. J'aime le congé. Oui, c'est ça. Non, mais c'est toujours la question qu'on se dit que, effectivement, le ministère ne l'exigerait pas pour des particuliers, mais en même temps, il nous exige quand même, ben, en tout cas, la philosophie d'avoir zéro perte. Oui, c'est Robert. Fait que nous, on s'est donné des moyens. Je pense qu'au niveau des exceptions qu'on a créées pour les particuliers, c'est quand même intéressant. Ça permet de construire quand tu n'as pas d'autre choix. Mais en même temps, c'est sûr que si on ne s'assure pas que les données sont bonnes, ben c'est un peu, on passe à côté de nos objectifs de protection des milieux humides si on ne protège pas les bonnes choses. J'imagine qu'on peut se justifier auprès du ministère aussi. Ben, dans le sens, par rapport à nos superficies qui sont permises là, de perte de milieu humide, mettons qu'il y a un milieu humide qui occupe 50% du lot, ben, il faut que le propriétaire fasse sa demande de certificat d'autorisation quand même. Dans le sens que les deux ils évoluent en parallèle, les deux systèmes d'évaluation. Fait ben, c'est ça, là, c'est peut-être plus les règles du ministère qui vont s'appliquer leur évaluation. Puis je sais qu'ils ont aussi des exceptions pour certaines petites superficies. Là, fait qu'un milieu humide en bas, je pense que c'est 30 mètres carrés ou des choses comme ça, ça fait l'objet d'une extension. Là, fait que, en tout cas. Mais c'était quoi la question? C'était plus. C'est que parfois, la carte dit une telle chose, puis quand tu es sur le terrain, tu es là. La recherche, elle est où, l'eau? Donc, c'est juste parce que je me dis parfois, un inspecteur, il reste sur place, il fait le constat, puis ça ferait la job. En même temps, il y a des milieux humides qui sont intermittents, tu peux le constater avec ça. Il y a tellement de différents types de milieux humides. Si c'est une tourbière, il n'y a pas nécessairement de. Parfois, mais tu vas avoir autre chose que la pelouse. Ben, il y a des prairies humides. On dirait pas moi-même. Ben, si c'est du remblai dans le type gravel, j'imagine que là, c'est oui, ben on a une exclusion. Une exclusion, c'est ça. Des surfaces artificialisées, là, je ne sais pas le bon terme, là, mais s'il y a eu un permis qui a fait que le milieu, ça a été autorisé à être détruit, ben, là, puis on sait qu'il y a du remblai, puis c'est plus l'école d'origine, il n'y a plus de végétation caractéristique. Là, c'est différent. Mais il y a une petite recherche à vous. OK. C'est une facilité des choses pour les particuliers. C'est des coûts qui peuvent être. Mais juste pour être tantôt, vous dites, mais je me souviens que pour les particuliers, il n'y avait pas de système au niveau du ministère, mais s'ils veulent des ça, les limites, il faut quand même qu'ils passent par le ministère.
Oui, il faut C'est que. ça, il faut déjà qu'ils fassent leur démarche. Donc, s'ils veulent démontrer que le milieu humide est différent, il va falloir qu'il y ait de toute façon quelque chose. Oui, ben, c'est ça. Il faut qu'ils fassent une demande de CA, sauf s'ils sont exemptés à cause des activités qu'ils réalisent ou des superficies qui sont vraiment faibles. Ben, c'est ça. Dans le rugby, avant qu'on ait ces cartes-là, c'est ça. Ça ne pas qu'il y avait un milieu humide. Ouais. Personne ne savait qu'il y avait un milieu humide. Ils ont bien précisé par le. Est-ce qu'il y a d'autres, donc le main levé, est-ce qu'il y avait d'autres gens qui avaient encore des questionnements? Ça doit. Donc, est-ce que vous êtes favorable à la recommandation telle que faite par le service? Quand même. Quand vous mettez unanimité, même quand c'est quand même. C'est quand même unanimité. Je demande encore une fois, est-ce que vous êtes favorable? Parce que je vois dans mes notes que ça serait aussi au conseil du 2 juillet si vous acceptez que ça chemine sans. Justement pour rattraper le processus, pour qu'il puisse être en vigueur en même temps aussi que le reste des règlements, que tout soit complet quand on va lever le RC. Ça va? Ben, oui, tout le monde. Ben, ce serait préférable, ça n'est plus de juillet, oui, que ce soit en pleine. En fait, c'est pour ça qu'on voulait le faire aussi en public ici, pour que les gens comprennent bien. Moi, Mais regarde, on est des élus tu as aujourd'hui, c'est sûr. En même temps, on comprend bien, sinon on va voir parce qu'il faut qu'il soit, idéalement, pour rattraper le reste du cheminement, il faut qu'il soit adopté le 2. Et si je pense que la place pour le problème, c'est que les deux se font en ligne, la vidéo. Ce que je pourrais oui, normalement, c'est en ligne. Moi, rapidement, mais je crois que pour le 2, ça va être la dimension et non la. Ça va être la dimension. C'est la dimension de présentation du projet. Mais je pourrais inviter quand même les gens, peut-être que si vous m'invitez quand ça va être en ligne, je pourrais inviter les gens à le regarder pour avoir vraiment réponse à leurs questions puis s'assurer que tout le monde a l'information. C'est ce qui met fin à notre séance publique, je ne me trompe pas, non? Donc, merci aux gens qui. Au grand public. Une voiture de distance, on peut se donner un 5 minutes. De toute façon, on a un petit peu d'avance sur les points. Fait que je vais vous donner 5 minutes de pause.